Ami africain. C'est ça qui est la vérité. Mon pays, on l'a amené à Paris. C'est le plan que nous prescrivons à pousser. Sur la notice, dans le mode d'emploi, il est écrit ministère. Hey, on doit les amnistier. On doit aussi les réintégrer. Ce qui allait nous conduire dans un état de convalescence. Et le désarmement. Les effets secondaires, y'a cancer dedans, si médicament dépendu, toi t'es dans les cancers, babou. C'est que par lui à Dieu, quelqu'un qui fait cuisiner. Aujourd'hui, les chefs de guerre, on doit les réintégrer, À ton avis, est-ce qu'il reviendra, l'USO? Aujourd'hui, j'ai laissé ma tête. J'ai laissé ma tête comme ça. Et le tantin qui refuse de venir voir ses patients. L'étudiant, retournera-t-il en cité, l'USO? Incitation était qu'à la blessure. Aïe, vaisseau. Fais attention. Clo le grand, Frédéric Gicalo, Mike Touvoli. Mes salutations à tous. Zoé Coco. Alors, je vais vous présenter une photo. C'est joli, hein? Monsieur mon père. Vous ton pays, il faut pardonner. Monsieur mon père, il me manque, hein? Mon père. Il faut pardonner. Merci Siro. À cause de ça là même que Ouattara t'aime pas là. À cause de ça, Ouattara t'aime pas. Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Il faut que je change ma chaise là. Elle me fatigue un peu. Je vais prendre une chaise beaucoup plus confortable. Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUA, le Front pour le réveil et l'unité africaine, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais vous dire bonjour. Je suis Yves Ayipo. Avant de commencer cette vidéo, et désormais ce sera la chose à faire en début de vidéo, je vais faire une sorte de big up à des personnes qui me sont chères. Donc je fais un big up à l'esprit de mon père que je viens de montrer, parce que son esprit plane toujours autour de moi, autour de mes activités, autour de mes combats que je mène au quotidien. Je fais un big up à ma sœur de combat, Delors As.
Je fais un big up à ma mère. Yaya Marie-Thérèse. Je fais un big up à ma mère Makabaï. Je fais un big up maintenant à tous ceux qui me suivent au jour le jour, à tous mes frères de combat, à tous les jeunes gens de toutes les horizons, donc de l'Afrique, en passant par Yaoundé, hein, Dakar, Tripoli, et tous ceux qui nous suivent au jour le jour. Ivoiriens, Ivoiriennes, moi j'ai plusieurs combats. Vous savez, en 2 mois, ou du moins en 6 mois, j'ai changé de job 2 fois. 2 fois, j'ai changé de job. Et là, aujourd'hui, on vient de m'appeler pour me dire j'ai encore perdu mon job. Donc, je serai obligé de trouver un nouveau job. La vie n'a pas été facile. Elle n'est pas facile. Ensuite, comme si cela ne suffisait pas, ma nouvelle voiture que je viens d'acheter, j'ai fait un accident. Et je pourrais vous montrer les photos de mon accident. Vous voyez, la voiture a été déjà amochée. Vous voyez, elle est amochée un petit peu. Ce sont des combats que je mène tous les jours que Dieu fait, à tous les niveaux. Au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau politique. Je mène ce genre de combat. Dieu merci, en ce qui concerne ma voiture, elle est assurée. Donc nous trouverons une solution. L'assurance m'a demandé de payer un peu d'argent et puis ils vont réparer. Donc ça, c'est pas très grave. Même si l'accident lui-même m'a un peu chamboulé l'esprit. Et puis, en ce qui concerne mon travail, c'est un combat que je mène pratiquement depuis 9 ans que je suis en Australie. Je suis victime de racisme. Je suis systématiquement ciblé. Quand je commence un boulot, lorsque je rentre, j'intimide tout le monde. Ceux qui sont censés être mes superviseurs sont intimidés par ma présence. La dernière fois, je faisais simplement, on m'a chassé de mon boulot tout simplement parce que je faisais appliquer les lois du gouvernement en ce qui concerne les mesures liées au Covid. Et donc un couple de blancs a demandé, parce que je leur ai dit de respecter les lois, les lois du Covid. Il y a des mesures qui sont prises, qui sont mises en place. Et je leur ai demandé poliment, parce que je suis un nègre. Je ne peux pas me permettre de venir dire, vous l'allez respecter. Non, je leur ai demandé poliment, s'il vous plaît, il faut... Alors ils ont demandé que je sois licencié. Et ils ont obtenu ça. Les blancs là m'ont écrit pour me dire que j'ai été agressif. J'ai répondu par une lettre en disant que vous avez peut-être des problèmes de terminologie. Parce que, comment le nègre est agressif? Je suis agressif tout simplement parce que je demande à des gens sans les toucher, sans leur crier dessus, sans les insulter, sans dire de gros mots. Donc, expliquez-moi l'utilisation du mot agressif. Alors, ils m'ont dit, écoute, on te comprend, on sait que... Parce que l'agressivité se manifeste d'une certaine manière. Mais je crois que je suis, à leurs yeux, je suis agressif parce que je suis noir. Parce que je suis grand, parce que je suis relativement costaud. C'est suffisant pour un blanc de me trouver agressif.
J'ai dit non, je n'ai pas été agressif. Il faut faire respecter les mesures gouvernementales. Si je ne le fais pas, j'ai des problèmes avec le gouvernement. Ma société aura des problèmes. Mais ma société que je défendais n'a pas pu me soutenir. Donc ma société m'a licencié. Ça, c'est le licenciement qui a eu lieu il y a à peu près 2 mois. Après, je me suis débrouillé. J'ai trouvé encore une autre compagnie qui m'a accepté. Et depuis 2 mois que je travaille avec cette nouvelle compagnie, j'ai remarqué que le superviseur n'ose pas me dire bonjour. Ouh là là! Même bonjour, il ne peut pas me dire. Il cause avec tout le monde. Il cause, il bavarde, il discute. Mais moi, quand il me voit, il me dépasse. Souvent même, on est obligé de travailler ensemble et il y a une gêne qui se crée parce qu'il n'ose pas me parler. Il y a 2 semaines, il m'approche pour me dire « Je veux que tu fasses telle chose. » D'abord, je souris parce que depuis 2 mois, il ne m'a jamais adressé la parole. Et aujourd'hui, il veut que je fasse quelque chose pour lui. Je lui ai dit que je ne me suis pas très confortable à faire cette chose-là par rapport à mon état de santé. Parce que c'était une chose assez physique. Il dit, je te demande de le faire. Je dis, ok, pas de problème. Parce que je savais que si je me montrais récalcitrant, j'allais être chassé. Donc j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire, malgré mon état de santé. Je finis, je rentre chez moi, et donc j'attendais cette période de Noël, cette période de fin d'année, parce que à cette période, on nous paye doublement. Donc pour quelqu'un qui est payé 25 $ l'heure, dans cette période de Noël jusqu'en fin d'année, on gagne 50 $ de l'heure. Je suis à la maison, on m'écrit pour me dire que je suis chassé du... Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? On me dit, ah, apparemment, le monsieur t'a demandé de faire quelque chose et tu t'as dit non. J'ai dit, mais je n'ai pas dit non. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. J'ai seulement dit que je lui ai laissé savoir que par rapport à mon état de santé, il fallait que je me ménage par rapport à ce genre de choses. Je l'avais déjà communiqué en entrant dans la société. Ils savent que j'ai ce genre de problème. Donc, qu'est-ce que vous... Il me dit, ah bah écoute, en tout cas, il a décidé, il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Je dis, mais dis donc. Mais je vois des collègues faire des erreurs au jour le jour. Il y a 2 semaines, il y a un collègue qui était ivre, qui est arrivé au travail complètement ivre, qui a fait du n'importe quoi. Le lendemain, il est venu s'excuser. Vraiment, les gars, excusez-moi. Mais il travaille toujours. Alors, le nègre, il n'a pas droit à une seconde chance. Une seule petite, même si ça dure 1 seconde, tu es parti. C'est fini pour toi. Je dis, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je dois encore chercher du travail. Ça m'a fait réfléchir toute la journée. J'ai dit, Yves Hippo, toutes ces épreuves-là, c'est rien. Pourquoi la lumière s'est éteinte? Voilà encore un autre problème. Il faut rester allumé. Il y a quel problème? Hein? Ou bien c'est dû à ça. Il faut rester allumé. Il faut rester allumé. Hein? Il ne faut pas me créer des problèmes encore. Voilà. Donc, ils m'ont chassé encore. Je n'ai rien fait. Ça fait 2 fois qu'on me chasse alors que je n'ai rien fait. Alors que j'ai une
bonne relation avec le reste des collègues qui m'admirent, ils aiment bien la tête de Yves Aïpo, pas de problème. Mais ce seul blanc, raciste, je savais qu'il était raciste depuis longtemps, avant même, dès le premier jour, deuxième jour, je savais qu'il était raciste. J'ai dit, ce gars-là, il va me créer des problèmes. Donc, comme il ne me parlait pas, ok, moi, je ne vais pas l'emmerder. Parce que les premières fois, quand je passe, je fais au moins comme ça, bonjour. Mais je vois qu'il passe sa route. Même quand je vais dire au revoir, je vais dire au revoir. Tout le monde, ok, allez Yves, à la prochaine. Oh, tu travailles demain? Oui, je travaille demain. Allez Yves, à demain. Lui, il est là, il ne dira pas, il ne dira rien. Je dis, mais quel est le problème de cet individu? Alors qu'il m'attendait au tournant pendant tout ce temps. Peut-être que j'ai pris la place d'un blanc. Peut-être que, je ne sais pas. Mais on a plusieurs batailles à livrer. On a plusieurs combats à livrer. C'est pas facile. C'est difficile. C'est pourquoi j'avais voulu rentrer en Côte d'Ivoire. Et je ne le dis pas parce que on est serré. Je le dis parce que quand on est en Côte d'Ivoire, quand on est en Afrique, on ne sent pas le racisme. On ne connaît pas le racisme. Tu ne connais pas le regard des Blancs sur l'Africain. Tu ne connais pas, mon frère. Puisque moi-même, j'ai été dans ta position. J'ai été en Côte d'Ivoire. Pendant des années, je n'ai jamais su. J'entendais parler de racisme. Je voyais Kunta Kinte se faire fouetter. Je lisais les bouquins. Je lisais tout sur le racisme. Je voyais des vidéos, mais je ne connaissais pas. Mais quand tu es victime de racisme, c'est extraordinaire. Parce que ça change ton quotidien. Ça change ton quotidien. Partout où je vais, je vous donne un exemple. Un exemple rapide, parce que ce n'était pas le sujet du jour. J'ai commencé par là parce que je voulais quand même faire une sorte d'introduction. Mais avec moi, c'est difficile d'introduire. Parce qu'après, voilà. Un jour, il y a à peu près 7 mois, j'ai une douleur au plexus. Douleur qui ne me lâche pas. La douleur commence aux alentours de 13 h. Jusqu'à 19 h, 20 h, je sens la douleur. Je ne veux pas aller à l'hôpital parce qu'on m'a tellement perforé le corps que j'essaie d'éviter les hôpitaux le maximum possible. Donc j'essaie de rester à la maison, de me coucher, de prendre quelques petites choses. Je prends quelque chose m'a dit, prends ta tension. Je prends ma tension. Je suis à 190 de contention, donc 19 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont dans les pays anglophones, on dit 190. Mais pour les pays anglophones, on enlève le dernier zéro, on dit 19. Les pays francophones. Alors, je suis à 19 de tension. Je me dis, ah, peut-être que je fais infarctus ou bien je fais stroke, quelque chose comme ça. Il faut que j'aille à l'hôpital. Il est 22 h. À cette époque, je n'avais pas encore de voiture. Donc, je marche à 22 h pour aller à l'hôpital le plus proche de chez moi. Parce que je voulais appeler l'ambulance, mais avec l'ambulance ici, il faut payer. C'est une facture de 900 $. En francs CFA, ça vous fait à peu près 450 000 francs CFA pour une ambulance. Donc je décide de ne pas appeler l'ambulance. Je décide de marcher. Dans tous les cas, c'était à peu près à 20 minutes de marche. Je vais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je prends mes médicaments. Malgré les médicaments, j'arrive à l'hôpital. Je suis quand même entre 18 et 19 de tension. Donc j'explique à la dame qui me reçoit. Je lui dis, chère madame, j'ai une douleur à la poitrine.
Une douleur qui ne me lâche pas. J'ai une tension qui est haute. J'ai un passé de ceci, cela. Quand j'explique le passé, tout de suite, on me prend à dire, attention, ça c'est grave. Allez, on le met dans une chambre. En principe, les années précédentes, lorsque j'étais en France, lorsque je suis revenu en Australie, en principe, chaque fois que j'avais ce problème-là, dès qu'on me met dans une chambre, on me fait l'échocardiogramme. Je ne sais pas comment vous appelez ça. On fait l'échographie du cœur, rapidement. En même temps, donc ici, on appelle ça échocardiogramme. Et puis, on te fait, quoi encore? Après l'échocardiogramme, on te fait quoi là même? On te fait prise de sang. Voilà. Et puis après, bon, voilà. Alors, ce jour-là, on me trouve une chambre. Je suis couché. Et j'attends pratiquement 40 minutes. Entre 40 et 1 heure de temps. Il n'y a personne. On ne veut pas s'occuper de moi. Ma tension est haute. Je ne comprends pas. Alors je regarde autour de moi, il n'y a personne. Donc il y a une infirmière qui passait, je l'ai interpellée. S'il vous plaît, madame. Je suis là, ça fait 1 heure de temps. Vous m'avez trouvé une chambre depuis hier. Elle me dit, oui, oui, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, à peu près 15 minutes plus tard, donc on rentre maintenant dans 1 heure. Il y a un gars qui vient, un infirmier, il dit, ah, je vais vous faire une prise de sang. Et puis, il me dit, c'est à votre choix, hein. Si vous voulez, on fait, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, je dis non, je n'ai rien contre la prise de sang, mais j'aurais souhaité qu'on regarde d'abord ce que j'ai. Hein? On fait au moins échocardiogramme, quelque chose comme ça. Il dit, bah, ça dépend de vous. Moi, on m'a envoyé pour vous faire une prise de sang. Donc, ça dépend de vous. Je dis, après, pour la prise de sang. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il s'en va. 10 minutes plus tard, il y a une autre dame qui vient. Oui, monsieur, vous ne voulez pas faire de prise de sang? Je dis, je n'ai pas dit non à la prise de sang. Elle me dit, bah, écoute, si vous ne voulez pas faire de prise de sang, vous allez rester ici poireauter pendant 2-3 heures. Hein. Moi, je ne sais pas, hein, ça c'est votre problème. Et puis elle s'en va. Je dis, mais c'est quel hôpital ça? Mais dis donc. Je prends mes clics et mes claques. Je me lève, je m'en vais. Et à la sortie, je demande à la dame qui était à la sortie là. Je dis, est-ce que je peux introduire une plainte? Elle me dit, allez là-bas, vous avez introduit votre plainte. Je regarde que c'est, je dis, mais est-ce que je peux introduire ma plainte directement ici avec vous? Est-ce que... Elle dit, allez là-bas, là, vous allez introduire votre plainte, madame, monsieur. J'ai dit, ok. Et là, j'écris rapidement ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, etc., etc. Puis je dépose le stylo là, je suis en colère. Elle me crie dessus pour me dire, pourquoi vous déposez le stylo comme ça avec de la colère? Je dis, madame, c'est un stylo. C'est un stylo que j'ai déposé comme ça. Où est le problème? Elle me dit, d'ailleurs, j'appelle la sécurité. Et elle appelle la sécurité. Donc, les blancs là viennent m'entourer. Des gens même que si je prends un à un, je peux frapper. Mais elle appelle la sécurité, viennent comme ça à 4 sur moi. Je dis, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. J'appelle la police. J'appelle la police. Je leur explique au téléphone. Pendant ce temps, les gens de la sécurité là sont là. Ils me demandent de partir. Je dis, je parle à la police d'abord. Donc la police me demande de rester sur place. Eux-mêmes, ils vont envoyer une ambulance pour m'envoyer dans un autre hôpital. Je dis ok. Donc, les gens de la sécurité me mettent de côté. Une autre ambulance arrive. Et cette ambulance me prend, d'abord me demande où je vis. Je dis, je vis à quelque part d'ici. Elle arrive à la maison, elle fait le ECG. Le ECG, quelqu'un avait écrit ça tout à l'heure.
elle voit des choses, elle me dit, écoute, ton état est grave. Parce que ce qu'on a vu sur le ECG, c'est pas, s'il y a trop de fluctuations, c'est pas normal. Et ta tension ne descend pas. Depuis, tu as pris tes médicaments il y a combien de temps? J'ai dit, j'ai pris mes médicaments il y a au moins 1 heure de temps. Mais en principe, les médicaments devaient pouvoir baisser la tension. Pourquoi ça ne baisse pas depuis? Je dis, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils me disent, ok, écoute, on est obligé de te ramener à l'hôpital où tu étais. Je dis, mais je ne veux pas aller dans cet hôpital. C'est pourquoi la police vous a appelé. On a eu un incident là-bas. Ils disent, ah, ils sont obligés parce que c'est l'hôpital le plus proche. Peut-être que d'ici qu'on m'envoie à l'autre hôpital, je peux peut-être mourir. Donc, il faut qu'on me ramène dans cet hôpital. Après pratiquement 10 minutes de discussion, mes voisins même sont sortis pour me demander qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, bon, ils veulent forcément me ramener dans l'hôpital où il y a eu l'incident. Je n'ai pas envie d'y aller. Les gens disent, c'est pas grave. Allons-y, c'est pas grave. Peut-être que comme tu es seul, c'est pourquoi les gens te traitent comme ça. Il y a un blanc là qui s'est proposé, il dit, allons ensemble. Donc on y va. On y va. Il monte dans l'ambulance, on y va. Alors dès que j'arrive, les ambulanciers me descendent, je suis sur la chaise roulante. Et puis, l'une des infirmières vient, la même là. Elle me dit, nous, on ne veut pas de ce malade-là ici, hein. On n'en veut pas. Et l'ambulancier dit, quel est le problème? Ah non, on lui a proposé de faire ECG, il a refusé. On lui a proposé de faire la prise de sang, il a refusé. Je l'ai regardé comme ça, je dis, moi j'ai refusé de faire l'échocardiogramme, moi. Elle dit, oui, il a tout refusé, donc franchement, nous, on ne veut pas de lui, emmenez-le quelque part d'autre. Il dit, mais madame, comment moi je peux marcher 20 minutes de ma maison jusqu'en dans votre hôpital pour venir refuser tout? Refuser l'échocardiogramme, refuser la prise de sang. Non, j'ai simplement dit qu'il faut faire d'abord l'échocardiogramme pour voir comment je me sens, pourquoi j'ai une bosse en plein centre de ma poitrine, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi j'ai une tension à 180. Il faut d'abord chercher ça avant de faire la prise de sang. Qu'est-ce que la prise de sang, là, ça va faire quoi? Voilà ce que j'ai dit. Elle me dit non, 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 c'est pas ça. Que quand je suis arrivé, on m'a proposé ECG, j'ai dit non. Mais vous n'êtes pas obligé de mentir pour vous défendre. Moi, je suis habitué à ce genre de mensonges puisque je fais le cyberactivisme. Je combats le RDR qui est champion en mensonges. Donc, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Elle dit que dans tous les cas, alors, elle s'en va. Il y a un autre qui vient. Lui, il dit, bon, écoute, tout va bien se passer. T'inquiète pas et tout. On va prendre soin de toi et tout. Et la dame de la réception qui est assise là-bas, qui me voit, et qui dit, oh, 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 que lui là, on ne veut pas de lui ici, il est violent. Alors, les gens de l'ambulance ont dit, mais attendez, on vous envoie un malade qui a 19 de tension, qui a un problème de ceci, qui a un problème de cela, et on vous dit son passé historique, son histoire, son historique en matière de santé. Vous le chassez, il a fait quoi? Il a quel problème? Laissez-le, traitez-le, et puis elle dit non, qu'il est violent, il a fait non, 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 etc., etc. Donc, j'ai dit aux gens, écoutez, pardon, moi-même, je ne sais pas pourquoi l'ambulance m'a ramené ici, je vais partir. Hein, ça va, c'est bon, je vais partir. Donc, l'ambulance dit, bon, c'est votre choix. Nous, dans tous les cas, on a fait notre travail. On vous a emmené à l'hôpital le plus proche. Si vous ne voulez pas rester ici, vous pas. J'ai dit non, c'est pas que je ne veuille pas rester, mais je ne peux pas accepter ce traitement qu'on me fait subir. Hein? Écoutez, c'est vrai, je suis un noir, mais on a étudié et je sais que la façon dont ils me traitent, ce n'est pas normal. Alors, ils ont essayé de me manager, je dis non, ça va. Déjà, vous perdez pratiquement 30 minutes à bavarder avec quelqu'un qui a 19 de tension. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit même bavarder? Est-ce qu'on doit même discuter? C'est pas grave. Alors, le blanc qui m'avait accompagné, quand je dis je vais partir, il m'a dit oui, on va partir. Parce que moi, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. On va partir. Je vais t'accompagner. Je dis je vais te déposer
dans un autre hôpital. Dans un autre hôpital. Donc lui, on monte dans sa voiture et il m'envoie à l'hôpital central de Sunshine Coast, là où j'étais. Et là, quand j'arrive, c'est une fille chinoise. Une jeune fille, elle devait avoir maximum 25 ans, 26 ans. Elle était docteur. Quand elle m'a vu, tout de suite, elle m'a pris, enlevé son t-shirt, fait le ECG. Elle est venue me palper, toucher, pour voir ma respiration, tout à la seconde. Dès que je suis arrivé, on n'a pas appelé, j'étais une urgence automatiquement. Et ils ont, en même temps, avant même de faire, ils ont fait, comment on appelle ça, quand ils ont fini de faire le ECG, ils m'ont mis le machin maintenant dans les veines, et puis ils m'ont fait faire, automatiquement, il fallait faire un scanner de mon cœur, etc., etc. Ils ont fait ça, et puis elle a envoyé le diagnostic. Dieu merci, le diagnostic n'était pas très alarmant. Il y avait un petit problème, mais c'est pas grave. On a réglé ça. Et après, elle est venue, elle m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas venu rapidement dès que tu as commencé à avoir les problèmes? J'ai dit, non, je suis allé à l'hôpital près de chez moi. Elle dit, mais pourquoi ils ne t'ont pas soigné? Et je lui ai expliqué que je suis arrivé, ils veulent faire une prise de sang. Elle dit, non, mais on ne peut pas vous faire. Vous venez d'arriver, on vous prend, on vous fait d'abord le... Et si je dis, non, ils n'ont pas fait ça. Il dit, ah bon? Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, oui, je sais. Je sais. Alors, ce sont des cas que je rencontre au quotidien. Tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait. Je rencontre ces cas-là. Des gens, quand ils te voient venir, ils sont déjà intimidés. C'est notre combat. Ce n'est pas le combat de Yves Hippo, parce que j'imagine, hein, je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Je ne suis pas le seul, pas du tout. Nous sommes tous dans cette situation. Nous sommes tous dedans. Nous souffrons tous dans ces pays-là. Vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas percevoir, parce que j'ai des frères nègres qui me disent qu'il n'y a plus de racisme, c'est fini ça. Ça c'est une affaire du... Il y a des frères noirs qui disent ça. Hein. Ils disent, oh, vous voyez le racisme partout. C'est vrai qu'il y a des inégalités, c'est vrai, ça existe. Mais vous le voyez, écoute le frère. Je vis ça tous les jours. Je fais quelque chose, le gars me dit, ici là c'est l'Australie. Hein. Ah bon? Pourquoi tu me dis ici là c'est l'Australie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ici c'est l'Australie. Oui, d'accord. Je suis d'accord, ici c'est l'Australie, je suis d'accord. Mais ce que je viens de faire là, est-ce qu'il y a un problème? Les autres Australiens le font, je le fais, quel est le problème? Non, il m'a déjà stigmatisé. Et donc ça m'a permis de réfléchir à cette histoire d'ivoirité en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ah, est-ce que les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire se sentent de cette façon? Est-ce que les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire ont l'impression que les Ivoiriens ont un regard de stigmatisation à leur encontre? Donc, la question reste posée. C'est un sujet que nous allons développer, pas avec les armes de la rébellion, mais nous allons le développer beaucoup plus amplement. Parce que moi-même, ici, je suis étranger. Je suis considéré comme la pire espèce d'étranger. Parce que, attention, hein, il y a les aborigènes qui sont détestés, à qui on adresse. Vous ne verrez pas un Australien blanc adresser la parole à un aborigène dans la rue, c'est impossible. C'est impossible, vous ne verrez pas ça. Ils les détestent. Mais c'est bon, ils savent pourquoi, ils ont leur histoire ensemble. Après les aborigènes, nous les Africains, nous sommes les plus détestés. Après les aborigènes, c'est nous les Africains qui sommes les plus détestés. Donc, je sais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Ça, il y a des facteurs qu'il faut revoir. Il y a des choses dont on peut discuter. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Ivoirien, Ivoirienne, je vais commencer par cette longue introduction. Parce que
je voulais parler de ce que le FPI a décidé de faire, d'aller aux législatives en Côte d'Ivoire. J'avais même déjà apprêté la vidéo de notre cher camarade Assoa Adou, mais je serai obligé peut-être pour aujourd'hui de ce soir. Je ne suis pas sûr de pouvoir mener à bien cette vidéo tant j'ai été bousculé par la mauvaise nouvelle du jour. Me renvoyer pour rien du tout. Alors je suis en train de chercher les moyens pour pouvoir expliquer mon mécontentement à quelqu'un. Mais je n'ai personne à qui expliquer ce genre de choses, ce genre de mes aventures. Quand un blanc décide de ce que doit devenir ma vie dans les prochains mois, je suis obligé d'accepter. Je suis obligé d'accepter. Donc, voilà, quand je perds mon boulot comme ça, il y a des gens tels que Don Giovanni qui sont en choses là-bas et qui disent que oh, c'est un nègre qui n'a pas envie de travailler. Moi, Yves Ayipo. Donc, quand je serai dans cette période d'1 mois ou 2 mois où je ne travaille pas, il fera encore des vidéos pour dire « Ah, il ne fait pas travailler. » Quelqu'un qui ne sait rien de moi. Il vit aux États-Unis, je vis en Côte d'Ivoire, et je vis en Australie. Mais il caquette là-bas, dans ses vidéos. Mais ce n'est pas grave. Moi, je me suis toujours battu. Tout seul dans ce pays. Tout seul. Je me suis toujours battu. C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'ai commencé, j'ai fait big up à un certain nombre de personnes. À ces personnes qui m'ont toujours soutenu. Qui m'ont toujours appelé pour prendre de mes nouvelles. Il y a une personne à Accra qui est en difficulté. C'est une personne à qui j'ai promis une petite aide. Malheureusement, je n'ai pas pu respecter ma promesse. Je voudrais, au travers de cette vidéo, présenter mes excuses à cette personne parce que je sais que cette personne a des enfants et cette personne traverse des moments extrêmement difficiles. Parce que je connais le courage qu'il faut pour écrire un message à un frère pour dire s'il te plaît, aide-moi. Je sais que ce n'est pas facile. J'avais prévu, j'avais promis aider cette personne. Et malheureusement, ça m'est sorti de la tête. Alors qu'en général, ça ne me sort pas de la tête. Quand j'ai quelqu'un en tête et je sais que je dois aider cette personne, j'aide la personne, je fais tout. Alors, il y a une sœur qui a perdu sa mère, qui avait un besoin d'aide. Je l'ai mise en priorité. Je lui ai envoyé un peu d'argent pour l'aider. Il y avait un frère qui s'est fait chasser de sa maison. En tout cas, il avait des problèmes pour payer sa maison. Je l'ai aidé. Je lui ai envoyé quelque chose pour l'aider. Mais cette sœur, elle m'a écrit 2 ou 3 jours après que j'ai aidé ces 2 personnes. Et j'ai aussi aidé 2 personnes à Abidjan. Donc, je n'ai pas pu aider cette sœur. Parce que je l'ai oublié. J'ai oublié. Et au moment où j'avais déjà fini d'aider ceux qui me parlaient depuis pratiquement 2 mois, 3 mois, et elle est venue et franchement, ça m'a fait très mal parce qu'elle est dans une situation difficile. Et actuellement, je ne peux pas parce que j'ai dû faire des dépenses pour la voiture. Et puis, je vais rentrer dans une période où je n'aurai pas de travail pendant quelques mois. Donc, ça me fait vraiment très mal pour cette dame. C'est une dame que j'ai connue à Accra quand j'étais en exil. Et je passais beaucoup de temps avec ses enfants. Son mari a eu des problèmes et actuellement c'est difficile. Donc je ne donnerai pas trop de détails. Mais si elle regarde cette vidéo, si elle me suit, ou si elle voit ça plus tard, je voudrais qu'elle sache que tu es dans mes pensées et
Dès que demain, il y a quelque chose, une bonne occasion, une opportunité, je penserai à toi. Parce que des frères m'ont aidé, des amis m'ont aidé, des gens, j'ai vécu ces situations-là. Peut-être pas similaires, mais on est tous passés par ces moments-là. Mais en ce moment, les choses sont plus très équilibrées comme il y a 10 jours, il y a 15 jours, où j'avais quand même un peu d'argent à distraire. Il est très important qu'entre nous, on s'aide, on s'entraide. C'est important. C'est-à-dire que quand Dieu va nous recevoir après la mort, s'il y a un Dieu après la mort, c'est ça la première question qu'il va nous poser. Qu'est-ce que vous avez fait les uns pour les autres? Je t'ai envoyé sur la terre. Tu as fait quoi pour les uns pour les autres? Tu es venu dire non, moi j'ai insulté. Moi j'ai blessé. Parce que devant Dieu, tu ne peux pas mentir. Devant Dieu, tu ne peux pas mentir. Donc tu seras obligé de dire. Il faut dire, mais je te donnais la possibilité d'avoir ça, d'avoir ça. Tu en avais plus que les autres. Et tu n'as pas pu les aider. Tu es une mauvaise personne, tu as un mauvais cœur. Moi, on m'a aidé. Et je rendrai toujours grâce et je prie pour que ceux qui m'ont aidé sont nombreux alors qu'ils n'ont pas le même sang que moi. Pas du tout. Je dis, Yves Aïpo est malade. On ne peut pas le laisser comme ça. En 2017, 2018, 2019. Ils m'ont aidé. Je dis, je prie fort pour que Dieu stabilise la vie de ces personnes-là. Que Dieu leur donne beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que puis quand j'irai chez Dieu, quand je vais mourir, je vais faire le témoignage là-bas. Je vais dire, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Ils ont fait ça pour moi. Dieu va dire, c'est pas de ça que je te parle. Moi-même, j'ai vu ce que les gens ont fait pour toi. Mais toi, tu as fait quoi pour les autres? C'est là que je serai coincé. Donc, quand je peux aider, j'aide au maximum. Et je fais partager ça avec vous pour que ne vous privez pas d'aider les gens. Que vous savez, c'est vrai. Il y a des gens que vous aimez ou que vous aidez. Et puis après, vous avez l'impression qu'ils se foutent de vous. Parce qu'ils viennent et reviennent vous demander de l'aide. Mais ce n'est pas grave. On n'aide pas. Je vais vous donner un secret. Il ne faut pas aider quelqu'un et calculer. Si tu calcules, tu ne vas jamais être content d'aimer. Parce que aider, c'est d'abord prendre. C'est-à-dire que si on veut mettre par exemple un pot de banane ou bien un pot d'argent, tu prends dans ton pot d'argent et tu donnes à l'autre. Donc ça ne peut pas te faire plaisir. Même si tu en as beaucoup. Mais si tu enlèves une fois, tu enlèves 2 fois, tu enlèves 3 fois, tu enlèves 4 fois, ton pot est en train de finir. Donc ça ne peut pas faire plaisir. Mais si tu ne regardes pas dans le pot, tu écoutes le monsieur et tu regardes ton Dieu. Tu dis, bon, j'ai écouté ton histoire. Tu ne regardes pas dans le pot, tu prends, tu donnes. Et puis tu regardes le Seigneur, tu dis, il faut le bénir. C'est tout. C'est tout. Si tu fais ça, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras aucun problème. Ah, lui là, il pense que je suis fou. Ah, lui là, il pense que moi, je suis devenu sa banque. Ah, lui là, etc., etc. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Dans tous les cas, c'est la mission divine. Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur, votre Dieu, vous aime. Donc, c'est obligé. Donc, vous voyez que quand je parle de Dieu comme ça, les gens partent très vite. Vous voyez qu'on est passé de 210, 215 personnes à 185. Parce que les gens n'aiment pas ce genre de message-là. Mais si Edoxy Yao ouvre ma porte tout de suite et puis elle vient s'arrêter là, tout de suite, et puis elle fait un demi-tour complet, décomposé, vous allez voir, on va passer de 179 à 1200, 1300. Vous voyez? C'est comme ça que le monde fonctionne. Dans ce monde, il y a des vibrations qui sont émises par le mal, par Lucifer, par Dieu, par le Dieu des ténèbres. Et puis il y a les vibrations positives qui sont émises par les forces constructives,
les forces positives. Mais tu vas voir que chaque fois que les forces constructives, chaque fois qu'il construit, les gens disparaissent. Parce qu'ils sont habitués aux forces de ténèbres. Mais quand le monde des ténèbres apparaît, il y a du monde. Ils sont attirés comme les mouches sont attirées par le sucre. Donc nous savons tout ça. Nous savons. Il y a des cyberactivistes qui se sont moqués de moi, qui m'ont dit, Yves Hippo, il n'est même pas suivi. Nous là, moi là, quand ils me connaissent, puis ils font capture d'écran maintenant. Ces temps-ci là, ils font capture d'écran. Quand j'étais en live la dernière fois, regarde combien de personnes il y avait. Je regarde, je dis, moi, je crois en une force supérieure. Et quand je viens sur mes vidéos, je distille le bien. Le bien. Comment faire du bien à son prochain? Comment aider son prochain? C'est ce que je distille. Je ne fais pas la promotion de la cigarette. Toi, tu fais la vidéo, tu fumes tout le temps. Donc, il y a des gens qui t'aiment parce que tu fumes en live. Il y a des gens qui font la promotion de la bière. Donc, quand ils font leur vidéo, là, il y a la bière. Et puis, tout le monde vient regarder, ils aiment ça. Il y a d'autres personnes qui font la promotion des fesses. Donc, ça dépend de ce que tu promeux. Si tu fais la promotion de toutes ces choses, c'est normal qu'il y ait du monde. Mais moi, je veux faire la promotion de Dieu le Père. Et je sens que ça chasse beaucoup de gens. Ça chasse beaucoup de gens. Mais ce n'est pas grave. Je reviendrai pour faire l'analyse de cette vidéo. Pas aujourd'hui. Je suis trop bousculé mentalement pour faire ça aujourd'hui. Mais on va écouter ça quand même. Du Front populaire ivoirien par rapport à ce scrutin. Notre comité central s'est réuni hier, a décidé d'aller aux élections législatives. Assoua Adou, bonjour. Bonjour. Les élections législatives sont prévues dans les 3 mois à venir. Quelle sera l'attitude du Front populaire ivoirien par rapport à ce scrutin? Notre comité central s'est réuni hier, a décidé d'aller aux élections législatives avec l'accord du président Laurent Gbagbo qui nous encourage et il demande à tous ces militaires et militantes de se mobiliser pour qu'on ait beaucoup d'élus. Vous nous disiez avant la présidentielle, la commission électorale n'est pas neutre. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez changé d'avis? Non, on n'a pas changé d'avis. La commission, elle est toujours ce qu'elle est. Le Conseil constitutionnel est également dans une position de non-respect de la Constitution. Mais ce monsieur-là, il est secrétaire général du FPI. Le président Laurent Gbagbo a mis toute sa confiance en ce monsieur-là, il s'appelle Assoua Adou. Dans cette interview, il annonce au peuple de Côte d'Ivoire que le FPI, avec l'accord du président Laurent Gbagbo, ira aux élections, puisque je parle du FPI, aux élections législatives. Alors, la question qui circule sur les réseaux sociaux que j'ai vu, la question normale que les gens se posent, que tout le monde se pose, se disent, avec tout ce qu'on a fait là, tous les morts là, comment le président Laurent Gbagbo, M. Assoua Adou, le FPI, après avoir décrié la CEI, après avoir décrié le Conseil constitutionnel, après avoir dénoncé le 3e mandat, après avoir dit qu'on ne reconnaît pas la candidature, l'élection, la réélection d'Alassane Dramane Ouattara, et venir s'inscrire dans un processus démocratique, dans une 3e république qu'on a traitée de dictatoriale. Démocratie et dictature ne font pas bon ménage. Comment est-ce
possible? Ce sont des questions, c'est même pas moi qui ai posé ces questions-là. Moi, je le dis en mes mots, en mes termes. Je le dis à ma façon. Mais les Ivoiriens n'ont pas toujours besoin d'utiliser ma rhétorique. Les Ivoiriens le disent à leur façon. Ils disent après tous les morts, là, vous allez venir faire élection législative, vous vous moquez de nous. Voilà ce que les Ivoiriens ont dit. Donc moi, je les ai écoutés. Cette vidéo, elle est là, ça fait pratiquement 6 jours que c'est annoncé. J'ai pris le temps de parcourir les sources. J'ai pris le temps de regarder les réactions sur les réseaux sociaux avant cette prise de parole. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ça? Alors, cette interview dit beaucoup de choses. La première question que le journaliste pose, est-ce que c'est en harmonie avec le président Laurent Gbagbo? Il dit oui. C'est en harmonie avec le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a demandé que la mobilisation soit faite autour de ces élections législatives, de sorte à ce qu'on ait beaucoup d'élus. Beaucoup d'élus. L'objectif du FPI aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup d'élus. La deuxième question du journaliste, c'est de savoir, avec les instruments électoraux qui sont là, il dit, bon, à ce niveau, il y a un bémol. Parce que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec la CEI. C'est pourquoi nous voulons, avant toute chose, entamer des discussions. Et récemment, nous avons été reçus par le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, et nous avons posé un certain nombre de conditions. Donc, le journaliste continue de poser des questions. Si vous voulez, je peux continuer la vidéo, hein. Si vous voulez, si vous êtes encore là, on peut continuer la vidéo. Mais... du président Laurent Gbagbo qui nous encourage et il demande à tous ces militants et militantes de se mobiliser pour qu'on ait beaucoup d'élus. Vous nous disiez avant la présidentielle, la commission électorale n'est pas neutre. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez changé d'avis? Non, on n'a pas changé d'avis. La commission, elle est toujours ce qu'elle est. Le Conseil constitutionnel est également dans une position de non-respect de la Constitution. Mais en politique, il faut toujours se battre. Et est-ce qu'avant ces législatives, vous espérez une réforme au niveau de la Cour constitutionnelle? La commission électorale, nous demandons en accord avec nos partenaires de l'opposition, c'est-à-dire le PDCI, RDA et toutes les autres plateformes de l'opposition, que cette commission soit réformée. Et il y a eu une réunion lundi avec monsieur le Premier ministre, hier avec le ministre de l'Intérieur, mais nous constatons déjà qu'ils ne veulent pas aller dans le sens d'une vraie réforme. Et justement, si vous n'obtenez... Alors, voici les informations que nous pouvons en tirer. Alors, ils ont discuté avec le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est d'accord. Le président Laurent Gbagbo lance un mot d'ordre de mobilisation. En ce qui concerne la CEI, il constate bien évidemment que la CEI n'est pas transparente et qu'il va falloir travailler là-dessus. C'est pourquoi ils ont rencontré Ahmed Bakayoko, avec qui ils ont entamé une sorte de dialogue. Mais visiblement, le gouvernement n'est pas prêt à dialoguer sur ces questions-là. Mais tout le monde sait que le gouvernement n'est pas prêt à dialoguer sur ces questions-là. Je dis, qu'est-ce qui est nouveau? J'essaie de réfléchir, je ne comprends pas. On va continuer. Et parce que vous demandez, vous irez quand même aux législatives? Nous irons aux législatives, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour que nos victoires ne nous soient pas volées. Alors vous nous dites que cette décision a été prise en accord avec Laurent Gbagbo, qui vit toujours à Bruxelles, en Europe. Est-ce qu'un début de dialogue est mis en place entre votre parti et le pouvoir? Ce que le pouvoir est en train de faire, ce n'est pas ce que Laurent Gbagbo a demandé. L'opposition et Laurent Gbagbo ont demandé que les forces vives de la nation ivoirienne se retrouvent
autour d'une table pour définir les nouvelles règles du jeu. Et c'est ce que M. Ouattara et ses partisans refusent. Nous avons un slogan qui dit « Asseyons ». Non. Est-ce qu'il y a un début de dialogue entre l'opposition et le gouvernement? Non, ce que le gouvernement est en train de faire, ce n'est pas ce que Laurent Gbagbo a demandé. Mais Laurent Gbagbo ne donne pas des ordres au gouvernement. Laurent Gbagbo est un opposant qui d'ailleurs vit en exil. Donc, ce qu'il propose d'aller aux élections législatives, je ne comprends pas pourquoi il dit ce que Gbagbo demande, c'est pas ce que fait le gouvernement. Le gouvernement n'est pas censé faire ce que Gbagbo veut. Le gouvernement est censé combattre le président Laurent Gbagbo. C'est ça, la logique. Le gouvernement Ouattara combat le FPI, combat le PDCI, combat le GPS, combat tous les partis d'opposition, sauf le seul indépendant qui est KKB, qui a accepté d'aller aux élections. Lui, il a été récompensé, il est ministre aujourd'hui. Donc, il faut savoir où on est. Vous ne pouvez pas donner des injonctions à Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas donner des injonctions au gouvernement. Donc, on n'a pas répondu à la question. On vous demande, est-ce qu'il y a un début de discussion pour que vous songiez à aller aux élections? Parce qu'il dit quelque part, il dit, même si la CEI n'est pas réformée, nous irons quand même aux élections. Nous prendrons nos dispositions pour que nos victoires ne nous soient pas volées. Ok. Supposons un instant que vos victoires soient volées. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, les peuples vont venir manifester. On a volé ma victoire à Cocody. On a volé ma victoire à Gagnoa. Et puis les gens vont se lever, vont manifester, ils ne sont pas contents. On a volé la victoire de telle personne. On a volé la victoire d'Assoa Adou. On a volé la victoire de Gbagbo Lora. Et puis des gens vont mourir encore. Donc, pour les présidentielles, plus de 100 personnes sont mortes. Et on va faire encore des législatives pour que des gens meurent encore. Mais si on ne comprend pas que c'est parce que les institutions ne sont pas fortes que des gens meurent, si on ne comprend pas que c'est parce que la commission électorale indépendante n'est pas bien ficelée, n'est pas bien organisée, c'est pourquoi des gens meurent. Parce que ceux qui meurent, c'est ceux qui protestent. Si on ne comprend pas, ça veut dire que chaque fois, on va tête baissée vers l'hécatombe. On va tête baissée vers la mort, chaque fois. Non, M. Assoadou, vous vous trompez. Si le président Laurent Gbagbo a dit ça, c'est un mauvais calcul. Je suis obligé de vous dire ça. Moi, Yves Ayipo, je n'aime pas critiquer mes doyens comme ça sur les... C'est pourquoi j'ai beaucoup hésité, parce que je ne sais pas comment venir parler, mais ça, vous vous trompez. C'est un calcul qui n'est pas cohérent. Parce que supposons même qu'on fasse ce que vous dites là. Supposons, demain moi tout de suite, je me mets sur les réseaux sociaux, j'appelle, allez les gars, allez voter nos camarades, la mobilisation, mobilisons, même les photos des candidats FPI, tout ça, on mobilise. Et puis vous perdez. Vous perdez à Gagnoa, vous perdez à Yamoussoukro, vous perdez partout. Vous perdez. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il est très probable que le FPI perdra. Je ne sais pas sur quoi vous comptez pour gagner des députations. Parce que les députations sont beaucoup même plus compliquées que les présidentielles. C'est vrai que les présidentielles demandent de grandes organisations. Les députations, c'est un peu, c'est pas trop de grandes organisations, mais c'est en miniature. Donc si on prend par exemple, on prend Gagnoa, qui sera député de Gagnoa? Mais ce que le gouvernement fait, le gouvernement Ouattara, non seulement au niveau de la CEI, les deux sont pipés, mais en plus de cela,
le gouvernement Ouattara choisit un nordiste, lui donne les moyens de corrompre les populations. Donc, eux, ils ont réussi à voler ces gens de localité-là en soudoyant les gens. Et en plus de cela, quand on va au dépouillage, eux, ils font des bourrages. En 2016, on a vu des zones où ils ont même fui avec les urnes. Donc, vous connaissez leur stratagème, vous connaissez toutes les techniques, vous savez qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, mais puis vous dites que vous allez y aller. Et puis quand vous serez battus, tous battus, et qu'ils vont commencer à faire les discours pour dire « Ah, le FPI est parti, ils ont perdu ». Et puis on rit. Et puis on se rit de vous. Et puis les Ivoiriens qui seront énervés dans les villages pour dire « Oui, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont empêché nos gars de voter. Ils ont fait ceci. Ils ont volé notre victoire. Ils vont aller protester et on va les tuer. On va les tuer encore. » Non, ce truc-là me fatigue. Hein? Ils vont aller, ils vont protester, et puis on va les tuer encore. S'il vous plaît, ne vous rendez pas complices des assassinats des Ivoiriens. FPI. Nous sommes dans une logique. Nous ne reconnaissons pas le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Nous ne reconnaissons même pas la troisième république. La CEI telle qu'elle est goupillée ne nous donne aucune chance de gagner des élections. La CEI là, Gbagbo Laurent a voulu déposer candidature. Ils ont pris la candidature. On me demande le volume, il faut peut-être augmenter le volume chez toi, Solange Goudé. La CEI a fait des difficultés avant d'accepter la candidature de Gbagbo. C'est après avoir vu la grande mobilisation de l'opposition pour venir déposer la candidature de Gbagbo que finalement ils ont dit « Ok, il n'y a pas de problème. On accepte. » Et ces candidatures ont été remises au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a invalidé toutes les candidatures, sauf celles qui ont été retenues par Alassane Ouattara. Comment vous pouvez trouver ici moyen à aller faire des élections? Donc si Gbagbo a dit ça, moi je n'ai pas encore vu. Mais comme c'est Assoa Adou qui parle ici, donc je suppose que c'est vrai. Ah, volume, non, on veut dire, parle, tu as raison. Ah, d'accord, pardon, moi, je n'étais pas très familier de ces expressions-là. Donc, je suis dans une position très difficile. Mais comme je l'ai fait pour le CNT, je l'ai dit gentiment, pour le CNT, j'ai dit que ça n'allait pas marcher. Je leur ai dit simplement, j'ai fait une simple comparaison. J'ai dit en 2010, lorsque Ouattara, Soro Guillaume et tout ce monde-là, ils étaient dans l'opposition, quand Gbagbo a dit que le Conseil constitutionnel a déclaré vainqueur des élections, eux, ils avaient une armée pour combattre l'armée nationale. Donc le CNT n'a pas d'armée. Le CNT ne peut pas combattre l'armée nationale. Donc c'est voué à l'échec. Quand vous allez élever la voix, on enverra des gens pour vous mater et ce sera la fin. Alors ils ont été matés. On a mis des blocus devant leur maison. Ils ont créé le CNT. 10 jours plus tard, ils ont dissous le CNT. Ça n'a pas marché. Le CNT est mort dans l'œuf. Et il est mort de sa propre mort. Et il est mort de sa belle mort. Aujourd'hui, vous voulez aller aux législatives. Bon, Yves Aïpo vient vous dire encore. Si vous allez aux législatives, vous allez perdre dans toutes les régions. Peut-être si Gbagbo Laurent sort et qu'il rentre en Côte d'Ivoire et qu'il se présente dans une région, peut-être qu'il va gagner. Mais ça m'étonnerait qu'un ex-président
cherche à être député. Ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait que Gbagbo Laurent cherche à être député encore. Mais si lui, c'est président, il va gagner. S'il est populaire. Si Simone Gbagbo se présente, elle va perdre. À moins qu'elle se présente plus à Bobo et qu'elle aille se présenter à Bonois. Si elle va là-bas, elle peut peut-être gagner. C'est chez elle. Elle peut gagner. Bon, à Souadou, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et je vais dire, aller aux législatives pour avoir 1 ou 2 ou 3 députés là. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et qu'est-ce que ça va rapporter au FPI concrètement? Parce que je ne connais pas quelqu'un qui va gagner dans le FPI. Je ne connais pas. À moins que je sois un ignorant. Je suis peut-être un ignorant. Et je l'accepte. Peut-être qu'il y a des cadres du FPI qui peuvent gagner à Mankono, qui peuvent gagner à Tibissou, à Soubré, qui peuvent gagner à Yamsoukro. Peut-être qu'il y a des cadres, mais je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Donc j'essaie de me demander, mais si vous perdez, vous allez mettre la honte sur nous. Vous allez mettre la honte sur nous parce que la bouche du RDL, regardez, quand on demande à Ouattara, est-ce que vous ne trouvez pas que le RDR qui s'est mué en RHDP, est-ce que vous ne voyez pas que le RHDP a perdu de sa splendeur? Il dit non, nous avons gagné les députations, au niveau des sénateurs, et ils sortent des chiffres. À l'Assemblée nationale, nous sommes ceci, au Parlement, nous sommes cela, les conseils régionaux, nous sommes cela, voilà, on a tout gagné. Donc, même si Soro est parti, Soro ne pèse rien du tout. Même si Bédié est parti, Bédié n'est pas parti avec tous les cadres du PDCI. Les cadres les plus puissants, les plus représentatifs sont restés tels qu'à Djoumani. Voilà ce qu'ils disent. Donc ça, c'est un argument que vous allez donner. Vous allez aller encore aux élections de 2021. Et puis, quand vous allez tous perdre, on va venir dire FPI a 1 député. FPI a 2 députés. Et ils vont récupérer ça pour aller rire dans les bars à Paris. Ah! Mais comment vous avez calculé ça là? Ou bien vous êtes sûr de gagner? Sans argent, sans moyens véritables. Vous êtes sûr de gagner. Ok? C'est pour ça que je dis, je suis certainement un ignorant. Je suis un ignorant. Sinon, si ce que je dis là, on va faire jouer ma vidéo là. Hein. On va faire jouer ma vidéo dans 2 mois. Parce que je crois que c'est dans le courant de l'année 2021 là. Donc, on va jouer ma vidéo après les législatives. Et vous allez voir. Vous allez nous humilier. Vous allez nous... Pourquoi? Et puis, pourquoi vous avez réfléchi à ça même? Pourquoi vous pensez à ça même? À l'heure là, on a fait élection le 30 octobre. Octobre, novembre, décembre. Décembre n'est même pas encore fini. On est en train de parler des législatives. Vous avez déjà fait le deuil des enfants qui ont été tués pour dire non au 3e mandat. Vous avez déjà fait le deuil. C'est une stratégie qui a été utilisée. On me dit c'est une stratégie utilisée par le président Laurent Gbagbo. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Est-ce que vous avez vu une déclaration du président Laurent Gbagbo? Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Mais c'est une affaire qui me turlupine. Législative en Côte d'Ivoire. Législative en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. 2021. Je vais voir si ça va me donner quelque chose. Je vais regarder. Côte d'Ivoire législative 2021. Début, c'est moi le candidat au RHDP.
les élections législatives, pourquoi l'opposition n'a pas intérêt à y participer? Bon, voilà un monsieur qui donne son point de vue donc sur les législatives. Et je crois qu'il a à peu près le même point de vue que moi. J'ai pas vu sa vidéo, mais je vais écouter un peu. Hi, my name is Nick and I'll keep it short. I just want you to know that you should get in if it's still available because these results are real, proven and available for everyone. Bonjour chers frères et sœurs. Beaucoup crient à la trahison parce que le FPI a décidé d'aller aux législatives. On va écouter ça un peu. La question est de savoir si réellement leur participation aux législatives est une trahison ou la continuité de la lutte politique. Si nous considérons que le FPI doit pas aller aux législatives ou les partis de l'opposition ne doivent pas aller aux législatives, cela signifierait que ces partis d'opposition ont boycotté les législatives et par transitivité ont boycotté les présidentielles. Alors que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ouattara est allé au présidentiel dans un cadre anticonstitutionnel. Alors que le président Bédié et les autres opposants politiques ont demandé à ce qu'il soit créé un cadre constitutionnel dans lequel se seraient déroulées les élections. Ce que Ouattara n'a pas fait. Alors là, il faut préciser qu'il n'y a pas eu de boycott des élections. Celui qui trouve que la participation législative est une trahison soutient donc que les opposants politiques ont boycotté les élections. Tel n'est pas le cas. Nous avons lutté au niveau de celui qui devait garantir, être le garant de la Constitution, le président de la République. Et il s'est fait élire dans un cadre anticonstitutionnel. Nous allons au dialogue national en mettant au centre de notre discussion la Constitution. Et nous mettons au centre de notre débat, cette fois-ci, non plus la candidature de Ouattara, mais la candidature des députés qui vont siéger au Parlement. Et cette discussion ne se fait pas dans un cadre anticonstitutionnel. Si le FPI et les autres partis d'opposition vont à ces élections dans un cadre anticonstitutionnel, en s'en tenant qu'à la parole de Ouattara, alors on peut parler de trahison. Mais s'ils vont dans un cadre constitutionnel et demandent à ce que le gouvernement de Ouattara fasse des réformes conformes à notre constitution, eh bien, nous sommes dans un cadre constitutionnel. Si Ouattara refuse de faire des réformes, eh bien, le peuple doit prendre son destin en main. Parce qu'aujourd'hui, le Parlement est propriété du peuple. C'est là que le peuple exprime sa souveraineté. Et donc, refuser d'aller au Parlement, refuser d'aller aux législatives, conforterait Ouattara dans sa position. D'accord, Parce là que je vois. Ouattara veut décapiter. Ok. Donc voilà un peu les explications données par un camarade de lutte, un frère de combat. D'abord, il y a une première erreur. Quand il dit que les partis d'opposition n'ont pas boycotté les élections présidentielles. C'est un mot d'ordre qui est rendu public. Hein?
le mot d'ordre du boycott. C'est un mot d'ordre qui est rendu public. Simone Eivé Gbagbo a été invité sur... quoi, c'était sur TV5, je m'en souviens plus trop. Elle a lancé le mot d'ordre de boycott. Afin Guessan, aux côtés de M. Henri Konan Bédié, ont été filmés et ont lancé, ils ont fait appel à la désobéissance civile suivie de boycott. Il n'y aura pas d'élection. C'est ce qui a emmené les gens à brûler et à casser les urnes, a fait tout ça. Donc, ça a été un boycott sur toute l'étendue du territoire. En tout cas, là où c'était possible d'empêcher les élections. C'est ça, un boycott, c'était un boycott actif. Le mot même est sorti de la bouche d'Afin Guessan. Bon, il va peut-être me dire que Afin Guessan n'est pas de mais là, tu as parlé de l'opposition. Donc, c'est un mouvement de masse. C'est un mouvement de masse. C'est rendu public. C'est une information qui ne peut pas t'échapper. L'opposition a boycotté les élections. Et un autre boycott, c'est le fait que Henri Konan Bédié ait été accepté, a été autorisé à concourir, mais a refusé de concourir. Le fait que Afin Guessan ait été autorisé à concourir, mais a refusé de concourir. Mais si ce n'est pas un boycott, qu'est-ce que c'est? Je pense que quand tu fais une analyse et que déjà, dès le début, le postulat est déjà faux, après c'est compliqué. Maintenant, là où tu chutes vers la fin, tu dis que si on ne va pas, on refuse d'aller aux législatives et que c'est comme si on refusait de mener le débat au Parlement. Il y a des appareils en Côte d'Ivoire qui sont censés organiser les élections. Ces appareils-là ne fonctionnent pas bien. La CEI, devant vous ici, a proclamé plus de votants que d'inscrits. C'est sur vidéo. On voit le porte-parole de la CEI dire il y a eu 22 000 inscrits, il y a eu 26 000 votants. Ça, c'est un problème qui n'a pas été réglé. Le problème de la représentativité. Est-ce que les partis politiques de l'opposition sont représentatifs, sont représentés équitablement? Est-ce que le gouvernement n'est pas surreprésenté au niveau de la CEI? Donc voilà des problèmes sérieux qu'on n'a même pas pu résoudre. On n'a même pas pu résoudre au niveau des choses des présidentielles. Et on veut aller avec ce même appareil aux législatives. Le Conseil constitutionnel a éliminé 40 candidatures en Côte d'Ivoire. C'est une forfaiture. C'est une grave forfaiture. Ouh là là, c'est très grave ça. Et le Conseil constitutionnel a accordé un taux de participation de plus de presque combien de pourcents là? Et a donné 93%, 96% des voix à Alassane Dramane Ouattara. Mais un conseil constitutionnel qui fait ça là, c'est un conseil constitutionnel au service de Ouattara. Non, on n'a pas encore réglé le problème de la CEI. On n'a pas encore réglé le problème du Conseil constitutionnel. Bon, vous dites qu'il faut qu'on aille aux élections pour être représenté au Parlement. Mais ça, c'était la posture d'Afin Guessan en 2010. En 2015, pardon. En 2015, c'est ce qu'Afin Guessan disait. Il est allé aux élections législatives. Il a eu 2 députés, ou 3. Lui-même a été député. Et puis 2 de ses gars. Prenez exemple sur le cas Afin Guessan. Est-ce qu'il a pu changer les débats au niveau de l'Assemblée nationale? Au moment où Ouattara devait modifier le code
le code électoral, il a fait par ordonnance. Il a fait par ordonnance. Il a court-circuité le Parlement. Donc, il n'a pas vraiment besoin du Parlement pour diriger. Vous voulez être au Parlement, mais on n'a pas besoin de vous. Le RDN n'a pas besoin de vous. Le RDN n'a pas besoin de l'avis du FPI. Donc, prenez des leçons sur Afin Guessan. Si Afin Guessan lui-même aujourd'hui a rejoint le boycott, c'est parce que Afin Guessan se rend compte qu'il est impossible de discuter avec le pouvoir. La position, tout ce que Assoa Adou vient de dire là, c'est ce que Afin Guessan disait en 2015. Et nous l'avons boycotté pour ça. Parce que Afin Guessan disait qu'il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. Et aujourd'hui, c'est l'aile qu'on appelait l'aile radicale du FPI qui aujourd'hui demande à aller... Mais vous allez faire, on va nous insulter. Les affidés là vont venir dire voilà. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça en 2015? Il fallait faire ça en 2015. Ah là, ils vont dire, ah non, mais là, c'était pas Assoa Adou qui était au devant des choses. Là, c'était Aboudraman Sangaré. Mais là, il a disparu maintenant. Il est décédé. Donc ça non, c'est pas ça, c'est Aboudraman. Mais vous n'allez pas quand même imputer à la mémoire de M. Aboudraman Sangaré de telles responsabilités. Les Ivoiriens qui se réclament du FPI étaient d'accord pour boycotter les législatives en 2015. Parce que nous étions dans ce même cadre constitutionnel, sinon anticonstitutionnel. Nous étions dans le même cadre, nous avons dit non. Et aujourd'hui, en 2020, on va dire oui. En 2015, on a fait la politique de la chaise vide. En 2020, non, plus la peine de faire la politique de la chaise vide. On va y aller. Même si la CEI n'est pas réglée, même si le Conseil constitutionnel n'est pas réglé, même si on ne reconnaît pas la Troisième République, même si on ne reconnaît pas la Sombre-Ouattara. Ah! Mais comment vous faites vos choses là? Non, nous on ne peut plus vous suivre. Mais nous on est perdus. Moi, Yves Aïbo, j'ai perdu. Donc, essayez de nous expliquer comment on va faire. Comment on va faire pour gagner des élections. Parce que si les gens viennent nous humilier, là je vais me fâcher avec vous. Là je vais me fâcher avec le FPI. Si on vient, on dit vous n'avez aucun député, tout le FPI a été écrasé. Vous allez dans des localités, là ça va faire honte. Hein? Ça va faire honte parce que les gens, ils vont vous écraser dans toutes les localités. Là moi je vais partir. Ah, parce que on ne peut pas aller tomber dans les erreurs qui sont prévisibles. Si vous êtes plus intelligent que nous, et que vous êtes nos doyens, et que vous êtes nos leaders, et que vous êtes les dirigeants, et que nous devons vous suivre, il n'y a pas de problème. Mais si vous tombez dans des erreurs, on te dit, écoute, il y a un puits là, tu marches là, il y a un puits. Et puis tu dis, oui, je sais, mais je suis intelligent. Et puis tu marches, tu tombes dans le puits. Ah non. Là, ça, nous, on ne peut plus vous suivre, chers amis. On ne peut plus vous suivre. Et moi, dans tous les cas, si moi je ne vous suis pas, est-ce que ça vous enlève quelque chose? Ça n'enlève rien au FPI. Si Yves Aïbo dit que ne vous suit pas, ça ne vous enlève rien, non. Vous êtes des grands types. Donc, il n'y a pas de problème. Non, moi je pense qu'il faut bien réfléchir. Mais en même temps, je comprends qu'il n'y a pas grand-chose à faire contre Ouattara. On a tout essayé. On a essayé de créer un CNT. Ça n'a pas marché. On a essayé de faire la mobilisation, faire sortir les gens massivement. Ça n'a pas marché. On a essayé de boycotter les urnes, boycotter tout. On a tout fait. On a fait des plateformes. On a fait des alliances. On a tout essayé. Ça n'a pas marché. Des gens sont morts. On nous a accusés. Des gens ont été tués dans les rues, on a dit attaque communautaire, etc., etc. Je sais que c'est très difficile, on a mis des blocus aujourd'hui à Afin Guessan en prison, Guikayu en prison, le FPI est traumatisé. Je sais que ce n'est pas facile. Mais quand ce n'est pas facile, seuls les durs avancent. Quand c'est dur, seuls les durs avancent, mais on ne va pas avancer de cette façon. Si vous faites ça, vous allez faire une erreur.
Voyez, hein, quand j'ai dit à Blé Goudé à l'époque que si ils savent coquine avec Soro, c'est pas bon, ça va pas marcher. Ils ont fait leurs photos, ils ont fait ça. J'ai critiqué viscéralement. Les gens pensaient que Yves était devenu fou. Mais est-ce que vous avez vu que ça s'est reproduit? Non. Au début, ils disaient que non, c'était un rapprochement tactique parce qu'on voulait, il faut songer à la paix. Ils ont vu que ça, c'est pas un bon calcul. Ils se sont rétractés. Donc aujourd'hui, on ne parle pas des rapprochements entre Soro Guillaume et Charles Blé Goudé. Je crois que la dernière sortie de Charles Blé Goudé même a créé des problèmes. Les soroïstes nous ont insultés à cause des mots de Charles Blé Goudé. Donc je pense que les choses sont redevenues normales. Entre Charles Blé Goudé et Soro Guillaume, on est dans le combat. J'ai fait mes critiques ici la dernière fois quant au CNT. J'ai dit que ça n'allait pas marcher et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je fais une critique publique pour dire que si vous allez aux élections législatives, cette fois, je ne vais même pas utiliser le mot « ça ne va pas marcher ». Je vais utiliser une autre expression. Nous serons honnis. Nous serons humiliés pour les 10 prochaines années. Je vous le dis, hein, et vous verrez. Dans tous les débats où on va se pointer, les gens vont dire, mais vous avez participé aux élections, non? Vous avez participé aux élections en 2020, non? Alors, donc ne venez pas vous plaindre. Donc vous saviez que le Conseil constitutionnel n'était pas bien, puis vous avez participé. Donc vous saviez que la CEI ne fonctionnait pas bien, et puis vous êtes allé aux élections. Donc vous saviez. C'est ce qu'ils vont dire. Et puis d'ailleurs, vous avez perdu. Le FBI ne vaut plus rien. Le FBI a été écrasé. Le FBI, c'est le FBI, c'est ce qu'ils vont dire. Vous savez que le RDR n'a pas le triomphe modeste. Vous savez. Vous le savez. Ils vont nous humilier. Et quand ils vont aller à l'extérieur, première interview de Ouattara sur France 24, il dira le FPI a participé aux législatives. Vous avez vu que c'est un parti qui est fini, qui est diminué. Vous verrez. Et il va y avoir raison encore. J'ai parlé longtemps. Mon corps n'est plus très d'accord avec le fait que je sois assis ici en train de parler non-stop. Je vais devoir prendre une pause. Merci à ceux qui m'ont suivi. Kouiri Lévi Koubli dit, arrête un peu, tu es où même actuellement et que proposes-tu concrètement? Voyez le ton qu'il utilise. Ça, c'est le ton de nos camarades de l'opposition. Lévi Koubli. Vous voyez le ton qu'il utilise? Arrête un peu. Tu es où même actuellement? Et que proposes-tu? Frère, je ne fais que des analyses. Je n'ai pas obligé de partager mon opinion. D'accord? C'est mon point de vue. J'estime que si on y va, on sera ridiculisé et on sera honni. C'est mon point de vue. Si tu ne le partages pas, pas de problème. Si tu as des arguments, il faut les écrire. Je pense que quand j'ai écouté la vidéo de ce monsieur, que j'écoute des fois, un monsieur que je respecte, je pense que son analyse est un peu biaisée. Mais je ne l'insulte pas. Donc quand il dit tu es où même? Tu es où? Je suis en Australie. Ça te pose un problème? Ça vous pose un problème? Donc on en Australie, on doit se taire. Bah ça, parce qu'on est loin de vos réalités. Mais si vous n'avez pas besoin de certains Ivoiriens pour mener votre combat, comment vous allez réussir? Comment vous allez gagner? Comment vous allez ramener Gbagbo Loro au pouvoir? Si ça doit se faire entre quelques-uns. Les autres, on s'en fout d'eux parce qu'ils ne sont pas là. Parce qu'ils sont loin. Mais comment vous allez réussir? Comment vous allez réussir à retrouver le pouvoir? Comment vous allez réussir à chasser Ouattara? Comment vous allez réussir? Puisque vous discriminez d'autres personnes qui sont avec vous. Frère, c'est vrai, je suis en Australie, mais j'ai plus combattu que toi.
J'ai plus combattu que toi. Aujourd'hui, je suis en Australie. Tu penses que c'est de gaieté de cœur? C'est de gaieté de cœur que je suis ici dans une chambre en 4 murs seul. Dans un exil pénible. Tu penses que c'est de gaieté de cœur? J'ai fait plus que toi. J'ai fait plus que vous. J'ai fait des tournées. Va demander aux gens ce que j'ai fait. J'ai représenté le FPI sur des plateaux TV. Des débats chauds où on nous insultait. C'est moi qui ai pris les injures. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas toi. Et demain, lorsque je serai sur un plateau TV à représenter le FPI, quand on va m'insulter, qu'on va se moquer de moi d'avoir participé aux élections législatives et d'avoir perdu lamentablement, je ne saurais que dire. Je ne sais pas ce que je vais dire, le frère. C'est pourquoi je parle. Avant que les choses n'arrivent. J'espère qu'avant que les élections ne se fassent, que les intelligences essayent de ramener les gens à de meilleurs sentiments. Si Ouattara veut... Je sais que c'est difficile. Je l'ai dit. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il n'y a pas trop de marge de manœuvre. Tu vois, quand je parle, je choisis les mots rigoureusement. Je sais qu'il n'y a pas trop de marge de manœuvre. Ça veut dire quoi? Je sais qu'il n'y a pas trop de solutions. Tu veux que je donne une solution, mais je ne peux pas donner une solution. Je peux réfléchir, analyser avec vous. Mais dire que je vais vous donner une solution comme ça sur le plateau, comme ça, je ne peux pas le faire. Non, parce que je ne peux pas donner une solution, je dois me taire. Je dois fermer ma bouche. Ok, donc vous, réfléchissez. Trouvez une solution. Si votre solution, c'est d'aller aux élections législatives, allez aux élections législatives. On se retrouve dans quelques mois pour en parler. Et on verra si Iva Hippo avait tort ou s'il avait raison. Je ne savais pas dire que je ne respecte pas le président Laurent Gbagbo. Tout le monde connaît ma déférence au président Laurent Gbagbo. Ça ne veut pas dire que je n'ai aucun respect pour Assou Adou. Tout le monde sait que je n'ai jamais dit de méchanceté à l'endroit de ce monsieur qui d'ailleurs, par ailleurs, est un doyen que je respecte. Mais lorsque vous jouez au jeu d'échecs, même le grand Kasparov, qui avait un cerveau qui réfléchissait comme une machine, il y a eu des moments où il a poussé un pion parce qu'il pensait à une stratégie. Il se disait, si je pousse ce pion, ça va permettre de mettre la pression sur mon adversaire, et puis, etc., etc. Il faisait des calculs souvent qui étaient faux. Et comme c'était un grand maître, c'était un grand stratège, une grande intelligence, souvent il réussissait à régler ses erreurs sur le long terme. Il réussissait à les réparer. Mais des fois, il a perdu des parties parce qu'il n'a pas réussi à réparer ses erreurs. Donc le président Laurent Gbagbo, c'est un Kasparov de la politique en Côte d'Ivoire qui fait très peu d'erreurs. Très, très peu. Mais aujourd'hui, je dis qu'il fait une erreur. Si en même temps, je prends la précaution d'usage. Si c'est vrai que c'est le président Laurent Gbagbo qui recommande qu'on aille aux élections législatives, dans cette atmosphère-là, le président Laurent Gbagbo fait une grosse erreur. Je sais que c'est difficile à dire, je sais que c'est dur à entendre, mais c'est mon point de vue. Je ne suis pas un dieu de la politique, mais je peux analyser souvent des choses. Et je vous dis, il fait une erreur. Assou Adou fait une erreur. Le président Laurent Gbagbo fait une erreur. Ils font tous une erreur s'ils vont aux législatives. Voilà. C'est mon point de vue. Je vous aime infiniment. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, si on ne se voit pas avant le nouvel an, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Et j'espère pour vous que cette année va produire des merveilles dans votre vie. J'espère que Dieu se souviendra de vous
de vos douleurs, de vos difficultés, de vos manques. Et qu'il les comblera dans cette année 2021. En cette année 2021. Je souhaite le bonheur, la prospérité à tout le monde sans exception, même les gens du RDR qui sont ici, et à mes camarades, je souhaite à tout le monde que le bonheur frappe à vos portes. Et dites Amen, ou dites Amina, parce qu'il faut que le bonheur vous frappe en 2021. Voilà. Moi, je vous aime infiniment. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.